Madame, Monsieur, bonjour. Il est 13 heures et voici votre journal. Nous sommes samedi. À suivre également la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la BCEAO. L'une des priorités de Jean-Claude Cassis sera de réduire l'inflation et préserver la valeur commune monétaire. Et enfin, dans le trésor des régions, focus sur les secteurs prioritaires à Matam, l'éducation, la santé et le social ou encore la gestion de l'environnement. Plusieurs projets sont actuellement en cours et nous ferons le point dans cette édition. Alors, le Sénégal se relance donc dans la Coupe du Monde et c'est grâce à sa victoire d'hier contre le Qatar 3-1. Le sélectionneur national Aliou Cissé a salué cette victoire du Sénégal, même s'il y a encore des choses à améliorer. À noter également que Boulaye Dia a été élu meilleur joueur a été élu homme du match plutôt pour avoir marqué son premier but en Coupe du Monde. Je vous propose d'écouter leurs réactions. Match difficile, un match compliqué, un match très décisif, comme on le disait, dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leur première rencontre. Je crois qu'en première période, on a plutôt maîtrisé le match sur le plan technique. On a eu une bonne circulation du ballon. On aurait pu marquer davantage que deux buts, mais on a marqué un but. Et puis, en deuxième période, très tôt, on a marqué ces deuxièmes buts-là. À 2-0, c'est vrai qu'on a été un petit peu déséquilibré parce que le Qatar a rajouté aussi des attaquants pour gagner. Ils ont joué la gagne. Et malheureusement, on prend ce but-là. Donc, mais bon, on savait aussi que sur les transitions, on pouvait marquer ce troisième but-là. On a pu le marquer, mais surtout très satisfait des garçons, notamment de la prestation d'Edouard Mendy qui nous a maintenus longtemps dans ce match-là. Oui, les garçons qui sont rentrés ont fait leur travail. Je n'attendais pas moins que ça. On a constitué un groupe homogène, un groupe équilibré, où n'importe qui peut avoir sa chance de jouer. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, le football est un sport collectif. Et aujourd'hui, on a gagné collectivement. Lundi, on avait perdu collectivement. Aujourd'hui, on a gagné parce que tout simplement, les garçons qui ont commencé ont fait du bon boulot. Et puis, d'autres garçons qui sont rentrés aussi ont continué le travail. Et c'est ce que j'attends de ce groupe-là. Je crois que les individualités, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, c'est le collectif qui a gagné et c'est ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, merci à ceux qui ont voté pour cette nomination. Bien, parce que déjà, d'un point de vue de collectif, on a gagné. Ça nous tenait à cœur de gagner. Donc, moi, personnellement, j'ai pu marquer mon premier but dans une Coupe du Monde. Voilà, donc l'objectif est atteint, on est tous satisfaits. Et voilà, on a plein de confiance pour le prochain match. On savait ce qu'on avait à faire pour le match de cet après-midi. Et voilà, on a gagné. Après, personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail. Marquer un but dans une Coupe du Monde, surtout ma première participation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi parce qu'il y a encore 3-4 ans, j'étais encore amateur. Donc c'est vrai, au vu de mon parcours, je peux être que satisfait. Et merci à tout le monde, toute l'équipe. C'est que comme ça qu'on peut avancer. C'était donc un match crucial pour la suite de la compétition. Mais attention, le danger n'en est pas pour autant écarté et les Lions en sont conscients. Ils vont jouer leur qualification mardi prochain et ce sera face à l'Équateur. Pape Bigandia sur place a recueilli quelques réactions. Regardez. C'était très important pour nous de gagner ce match parce que voilà, c'était simple. Il n'y avait pas 10 000 questions à se poser. C'était soit on gagne, on continue notre aventure, soit on perd et c'est fini pour nous. On savait qu'il nous reste encore il ne reste que des finales maintenant, vu qu'on a perdu le premier match. Et on avait à cœur de gagner ce match-là parce que tous les efforts qu'on a fait jusque-là pour être qualifié en Coupe du Monde, c'était pas pour tout gâcher pendant ce match-là. Et on est resté concentré jusqu'au bout. Malheureusement, on prend ce but, mais on a su revenir et marquer ce troisième but qui nous a mis à l'abri. On a encore beaucoup de choses à régler pour le prochain match. Maintenant, il faut bien se reposer et essayer de gagner le troisième match pour la qualification. Alors pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match-là ? C'est l'efficacité qu'on n'a pas eue au premier match. Voilà, les quelques occasions qu'on a eues, on les a mis au fond. Mais on savait que si on jouait à notre niveau, on était meilleur que cette équipe, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe. Et voilà, il fallait le montrer. On avait à cœur de gagner ce match-là pour le peuple sénégalais, pour nous surtout, pour notre carrière. Et il reste encore un match, rien n'est encore joué. Il faut garder les têtes sur terre et surtout essayer de gagner le dernier match. On a joué pour le peuple sénégalais, pour nos familles, pour nos proches. On savait qu'il fallait absolument gagner ce match. C'était un match difficile contre une équipe qui jouait à la maison devant son public. Ils avaient tout le stade pour eux.
Mais voilà, on a montré beaucoup de caractère. Malgré qu'ils ont marqué le but, on est resté concentré, on est resté à toujours y croire. Et voilà, on a la victoire aujourd'hui. Mais bon, il n'y a rien de fait encore. C'est une première victoire, il y a une dernière finale contre l'Équateur. On va tout faire pour gagner ce match. Mais voilà, le plus important, c'est que l'état d'esprit était bon. Malgré qu'il y ait eu quelques erreurs. Mais voilà, je pense qu'on a dissipé un peu de doute sur nous, mais il faut qu'on continue à travailler. Et je pense dans le stade, grâce à nos supporters, on a vu que malgré qu'on n'était pas à domicile, on entendait beaucoup nos supporters, notre peuple, nos frères sénégalais. Et ça fait plaisir parce que ça nous a beaucoup boosté et ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup parlé d'Edouard Mendy avant ce match. Aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Ouais, mais ça, c'est le football, c'est comme ça. Hein. Un match, il est un peu moins bien. Après, aujourd'hui, c'est, je pense, lui le meilleur joueur du Sénégal. Je pense que voilà, il a prouvé à tout le monde qu'il n'avait pas à avoir de doute sur lui. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler. On sait que ça va être très difficile. La Coupe du Monde se joue sur des détails. On l'a vu aujourd'hui. Maintenant, sur un petit détail, sur un ballon anodin, on prend un but. Donc, ça peut tout remettre en question. Donc voilà, il faut qu'on reste encore plus concentré. Mais je pense que c'est bien pour nous parce que on avait beaucoup de pression sur nous. Et aujourd'hui, on en a enlevé un peu. Maintenant, il ne faut pas se relâcher. On sait qu'on n'a rien fait encore et on a encore un dernier match. Le dernier match face à l'Équateur, c'est un adversaire supérieur à l'équipe du Qatar. Oui, c'est un très bon adversaire. On va aller regarder leur match. Là, c'est un adversaire qui a été très bon jusqu'à présent. Maintenant, nous, on n'a pas à rougir de nos prestations. On a bien joué pour le moment. Il faut qu'on continue à bien jouer, rester concentré. De la fierté, vraiment, je suis content de marquer mon premier but. C'est un rêve de jouer la Coupe du Monde. Voilà, de donner le maximum pour le pays. Voilà. On a essayé de faire le maximum aujourd'hui pour avoir les 3 points. C'est ce qu'on a réussi à faire. C'était pas facile face à une bonne équipe de Qatar, mais bon, le plus important pour nous, c'était de gagner ce soir et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, ce but, parlez-nous de ce but-là. Comment vous l'avez réalisé? C'est juste un corner. On a beaucoup travaillé à l'entraînement et voilà, je coupe au premier. Voilà, c'est une stratégie qu'on avait mis en place. Ça a marché et tant mieux pour nous. La prochaine étape, c'est l'Équateur. Comment vous comptez aborder ce match? Ouais, avec beaucoup de... On va essayer de se reposer déjà et dès demain entamer les entraînements. Voilà, ce sera un match décisif, on sait ça. Et voilà, on va essayer de faire le maximum pour sortir des phases de poule. On a mis du temps à maintenir cette exigence et aujourd'hui on est récompensé du fait de notre participation mondiale. Et la première victoire, ça nous relance. On avait un cœur de gagner ce match et ce qu'on a fait. Comment c'est arrivé ce but? Expliquez-nous. Le coach a expliqué qu'il fallait mettre les ballons dans la boîte parce qu'on savait qu'ils paniquaient sur nos centres. En plus, on a de la présence. On a joué avec 2 attaquants, surtout Famara qui est grand et costaud. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Crépin a essayé. Le défenseur s'est trouvé et il faut être opportuniste. Prochain match contre l'Équateur. Dans quel état d'esprit comptez-vous aborder ce match? Déjà avec beaucoup de confiance parce qu'il est vrai qu'avec la victoire d'aujourd'hui, on engrange de la confiance. Et puis voilà, on va préparer dès demain. Ça va passer par une bonne récupération dès ce soir. Demain, retour à l'entraînement et on va préparer ce dernier match comme il le faut. On était dos au mur. Je pense que c'est bon pour l'état d'esprit de l'équipe de gagner ce match. Et comme ça, on pourra bien aborder le dernier match qui va venir vite. Et il faut qu'on soit prêt pour bien négocier ce match aussi et essayer de passer. Ce deuxième match, surtout, il est important pour la qualif. Ça va être face à l'Équateur. C'est un adversaire un cran au-dessus du Qatar. Peut-être oui. Mais ça s'est vu que le Qatar, c'est une équipe qui est bonne aussi. Je pense que toute équipe qui vient dans une compétition comme ça, il faut s'attendre à tout. Il faut se dire qu'il va falloir faire le job. Et c'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Voilà, on a fait un bon match aujourd'hui. Même le premier match, je pense qu'on a quand même joué pendant 85 minutes où on a été bon. Et derrière, on a commis 2 erreurs où on a pris des buts. C'est un peu dommage. Mais le plus important, c'était la réaction aujourd'hui d'essayer de prendre les 3 points comme on l'a fait. Maintenant, on va se concentrer sur le match de mardi qui va venir très vite. Alors, comment vous êtes senti sur le terrain? Vous avez les bonnes sensations? Oui, je pense que les sensations sont bonnes. Voilà, comme je l'ai dit, on joue en équipe et ça se voit. Et ça, c'est très important aussi.
Des propos donc recueillis hier après le match en zone mixte. Et comme vous le savez, l'animateur sénégalais Didier Boubs fait partie des speakers pour cette Coupe du Monde. Il assure le show pour chaque sortie du Sénégal. Et Didier Boubs a confié à l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Ibrahim Boub, comment il se prépare avant et pendant les matchs. On l'écoute. On travaille, on est très concentré sur notre élément. C'est un grand rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous de football seulement, c'est un rendez-vous de spectacle. Parce qu'avant le match, il y a un show light, il y a un show de lumière. Avant le match, il y a un show de musique, il y a le show des speakers. Et après, le match arrive. Donc, on le vit pleinement. On est très concentré là-dessus parce que c'est un élément assez nouveau dans le football pour que les speakers et toute l'équipe de production travaillent autour du match pour que le match soit véritablement un match beaucoup plus plaisant. Avant, les gens peuvent être là 2 heures avant où il y a du DJing, du show light et tout. Et on le vit pleinement et puis ça fait de l'expérience. Comment se passent vos journées avant et pendant chaque match? Alors, avant le match, la veille, il y a une répétition générale. Il y a une répétition générale du match avec des faux joueurs. On remet l'hymne national à l'heure. On a des arbitres qui viennent. On essaye de mettre la coupe au milieu, les drapeaux. Tout est répété à la minute, tout est répété à la seconde. Une très grande répétition générale la veille pendant peut-être 3 à 4 ou à 5 heures. Et puis après, le temps de revenir, se préparer pour le match. Le jour du match, on est convoqué 7 heures avant le match. Donc, c'est du vrai boulot. Et puis donc l'entrée de Iliman Ndiaye fortement saluée hier par les supporters et fans de l'équipe du Sénégal. Et pour cette deuxième sortie d'Île Lyon, Radio Sénégal a délocalisé ses studios au centre Talibou Dabo de Grand-Yoff. Les enfants étaient très heureux avec une très belle ambiance, comme vous allez tout de suite le constater dans ce reportage signé Amadou Diallo et Maman Moussagnan. Qatar chez vous au centre Talibou Dabo. Au coup de sifflet final, les Lions battent le Qatar par 3-1. C'est l'explosion de joie d'une véritable fan zone. Radio Sénégal a déployé son antenne au cœur du centre. Les enfants, le corps professoral, l'administration et les parents d'élèves ont vécu le match à côté des commentateurs de la 412.5. Nous sommes ici au centre Talibou Dabo, qui, je le rappelle, est une institution publique d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés. Donc nous sommes là pour communier avec eux, les parents, les responsables, dans le cadre de cette compétition planétaire qu'est la Coupe du Monde, et toujours fidèle à notre mission de service public. Et cette fois-ci, on a ciblé des groupes spécifiques. Avant le début du match, un débat a eu lieu sur les ondes de Radio Sénégal sur l'importance de la prise en charge des enfants handicapés. L'administration ainsi que les parents d'élèves ont salué ce geste de proximité de la radio-télévision sénégalaise. Au nom du directeur du centre, Lassana Sidibé, et de toute l'administration du centre, nous vous remercions pour cette belle journée que vous nous avez offerte. C'est un plaisir pour nous, pour les enfants, surtout pour les enfants qui n'ont pas la chance de suivre les matchs parce que l'heure des matchs est diffusée au moment où ils sont encore dans le quart de transport pour rentrer chez eux. Dieu merci, aujourd'hui, la RTS vient pour nous offrir ce fan zone et c'est un plaisir pour nous de suivre le match en direct. Je suis contente. Ça permet aux enfants de suivre le match ensemble. Ils pleurent même des fois en réclamant qu'on leur achète le maillot du Sénégal. Nous saluons vraiment cette initiative de la RTS. De l'ambiance, des sourires, de la joie, la RTS a communié encore une fois avec son public. Les émotions du football se vivent sur 92.5 Radio Sénégal International.
Et puis dans le reste de l'actualité, il y a le marathon budgétaire qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale est arrêté à un petit peu plus de 272 milliards de francs CFA. Les parlementaires ont invité le ministre en charge du secteur à renforcer les équipements et matériels dans toutes les structures de santé du Sénégal. L'essentiel de cette plénière, c'est avec Ramatadem. Le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, accompagné de tous ses collaborateurs, a fait face aux députés au sein de l'hémicycle. Pendant plus de 14 heures, les députés ont posé leurs questions et doléances, la santé étant une priorité. C'est ainsi qu'ils ont salué les actes posés par le chef de l'État Macky Sall dans le domaine de la santé, à savoir la construction des hôpitaux de Agnam, de Kaffrine, de Kédougou, de Sédhiou et de Touba, le renforcement des équipements dans les hôpitaux, les centres et postes de santé, ainsi que l'augmentation du nombre de spécialistes formés et recrutés. Dalal Jamm est considéré comme l'hôpital le plus grand de la sous-région et a fait un travail exceptionnel lors de la Covid-19. Il mériterait d'être renforcé selon les députés. L'hôpital principal a également été cité un exemple grâce aux investissements consentis par le général Mame Thierno Dieng en infrastructures et équipements avec le soutien de l'État. Il sera érigé en EPS de niveau 4. Les députés également se félicitent du démarrage des travaux de construction du nouveau centre hospitalier Aristide Le Dantec et du centre national d'oncologie de Diamniadio. Autant de projets qui vont être bénéfiques à nos populations. Les députés souhaitent également que les efforts supplémentaires soient consentis pour l'accueil dans les structures de santé et lutter également contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Ainsi, pour permettre au ministre de la Santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, de mener à bien sa mission, les députés ont voté le budget 2023 du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui s'élève à 272 milliards 474 millions 429 117 francs CFA. Et puis les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, souhaitent renforcer leur collaboration en exploitation de ressources extractives. Les différents ministres en charge des hydrocarbures et des mines se sont à cet effet réunis à Dakar. Ils ont adopté des textes communs pour une meilleure gestion. Le compte-rendu est signé Anaïs Nyanyamane. Les ministres en charge des mines et des hydrocarbures de la CEDEAO ont tenu leur réunion conjointe à Dakar pour catalyser ces deux secteurs que les chefs d'État souhaitent pleinement intégrer dans la sous-région pour un impact fort sur le développement socio-économique de nos États. Dans ce contexte, parmi les questions soulevées et récurrentes figure la capacité de la région à valoriser ses ressources naturelles, le manque de transformation locale des minéraux. Pour y faire face, la Commission de la CEDEAO, dans son rôle d'harmonisation des politiques sectorielles et d'initiation des stratégies régionales, a fait adopter plusieurs textes communautaires à travers d'intenses débats avec les représentants de ces États membres. Et juste quelques exemples, on peut citer le Code minier régional, la politique régionale de développement des hydrocarbures, la création d'un observatoire et d'un système cadastral du système géoextractif. Le ministre des Mines et de la Géologie, venu représenter le Premier ministre avec son homologue du pétrole et des énergies, prône ainsi une meilleure exploitation et gouvernance de ces ressources, vu leur importance dans la sous-région. L'adoption des 5 projets de texte proposés au ministre est l'une des solutions pour une utilisation efficace et efficiente de ces ressources. L'objectif de la réunion, c'est ça, c'est d'harmoniser tous nos codes. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait un code au Sénégal qu'un code au Mali ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de la CEDEAO. Donc, ensemble, nous devons nous donner la main. Harmoniser nos codes, que ce soit pour tout le secteur extractif, on dira. Le problème de l'environnement, où nous devons aujourd'hui préserver la santé de nos populations, préserver nos ressources. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau de la Falémé et ailleurs, et même les excavations qui se passent, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait un poste utilisation de nos mines. Qu'est-ce qu'on devrait faire de tous ces trous béants qui se retrouvent dans les collectivités territoriales? En effet, l'espace CEDEAO regorge d'énormes atouts dans le secteur géo-extractif. Le potentiel en hydrocarbures est immense. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz de la région représentent distinctement 30% des réserves prouvées de l'Afrique, 17 milliards de tonnes, de même que celle du gaz, 5200 milliards de mètres cubes. Ce qui fait de notre région
une zone pétrolière à fort intérêt dans le monde. Concernant le secteur minier, la région possède 40% des ressources mondiales de bauxite, 5% pour l'uranium et d'importants gisements de fer qui représentent 4% des ressources mondiales. Aussi, le secteur extractif souffre d'une faiblesse de l'infrastructure géologique, d'une gouvernance réglementaire qui nécessite d'être renforcée, des problèmes de transparence dans la gestion des revenus, mais aussi de la disponibilité limitée de l'électricité et des infrastructures de transport requises. Les résultats prometteurs de l'exploitation gazière, pétrolière et minière suscitent de grands espoirs pour les populations. C'est pourquoi les ministres, à la suite des travaux des experts, veulent s'engager à harmoniser tous les projets de texte pour une bonne exploitation des ressources au grand bonheur de leur population. Et l'autre titre de ce samedi sur la prise officielle de fonction du nouveau gouverneur de la BCEAO, l'installation de Jean-Claude Cassis coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'institution monétaire. Il a décliné sa feuille de route. Fatou Sakho, explication. Nommé le 4 juin 2022, il a prêté serment au mois de juillet. À 69 ans, Jean-Claude Cassibrou devient le 6e gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il vient d'être officiellement installé dans ses fonctions. Au-delà de la portée à la fois juridique et symbolique du serment prononcé par le gouverneur Jean-Claude Cassibrou, la présente cérémonie, qui en est le prolongement, nous offre l'occasion de l'installer solennellement dans ses nouvelles fonctions et de le présenter à la communauté financière régionale et internationale dont vous êtes les représentants. Perpétuée depuis 1974 avec l'arrivée des Africains à la tête de l'institution, la cérémonie d'installation du gouverneur de la BCEAO est un moment solennel, une pratique institutionnelle du Conseil des ministres pour rappeler les missions et charges à consolider. La première mission dont est investi tout gouverneur de la BCEAO est de veiller au respect et à l'application des dispositions des traités, des statuts de la BCEAO, du protocole relatif à ses privilèges et immunités, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale. Après la célébration du 60e anniversaire de la Banque ce jeudi, les orientations restent sur les défis du moment à relever. Les autorités et le peuple sénégalais sont heureux et honorés d'accueillir à Dakar, durant 2 jours, 2 événements d'importance pour notre Union. Vous prenez donc les rênes de la BCEAO à un moment historique et dans un contexte sous-régional et international difficile, marqué au plan économique par des tensions inflationnistes et la persistance sur nos économies des effets d'une crise sanitaire, mais également sécuritaire, particulièrement dans le Sahel. Mais vos brillants états de service, dans vos autres fonctions antérieures dans l'Union et à l'international, nous rassurent absolument. Dans la réalisation de cette mission, l'une des priorités du moment est de ramener l'inflation, qui se situe actuellement à un niveau élevé, à la cible définie par le comité de politique monétaire de la BCEAO. Jean-Claude Cassibrou est un homme du système pour avoir occupé différents postes durant 8 ans au sein de la banque. Il décline sa feuille de route et détermine des objectifs précis. D'importants défis nous interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, des acteurs de notre système financier et des populations sont fortes. L'appui des gouvernements ainsi que le soutien des acteurs du secteur financier et secteur privé seront essentiels dans la conduite de la mission dont les plus hautes instances de l'Union ont bien voulu m'investir. Les défis à relever par les États membres de l'Union en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d'importants financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes. J'entends donc poursuivre et renforcer notre coopération avec tous nos partenaires en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique pour contribuer au succès des efforts de développement des États membres de notre Union.
L'installation de cet économiste qui a servi au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et dans son pays à de hautes fonctions est le début d'une nouvelle ère de la BCEAO dans un contexte mondial difficile. La conférence internationale des universités du troisième âge s'achève ce samedi. Le musée des civilisations noires accueille cette grande rencontre orientée sur le rôle des personnes du troisième âge dans la crise des valeurs. Mamadou Sakine, Abdouane. Ils ont plus de 50 ans, issus d'horizons socio-professionnels divers. Malgré la retraite, ces personnes du troisième âge travaillent à mettre leur expérience et expertise au service de l'humanité. Nous, les seniors, nous sommes le passé, mais nous sommes aussi le présent et nous sommes l'avenir. Nous sommes le passé parce que c'est nous qui avons la mémoire. Et c'est cette mémoire que nous diffusons dans le cadre des universités du troisième âge. Cette catégorie d'âge composée d'hommes et de femmes s'est fixée un certain nombre d'objectifs. Notre objectif général est d'offrir une plus grande qualité de vie à la personne âgée par le maintien et le développement de ses facultés à travers son engagement personnel. Ainsi, ils se sont réunis à Dakar pour échanger sur les rôles et apports des universités du troisième âge face à la crise des valeurs. Les valeurs sont celles qui muent les êtres humains, les uns vers les autres. Elles comprennent le respect, l'amour, la liberté, la loyauté, l'honnêteté, la vérité, la tolérance, l'équité, la paix, la responsabilité, la bienveillance et la fraternité. Avec l'organisation de cette conférence dans la capitale sénégalaise, la ville de Dakar est à l'honneur. Le choix porté sur Dakar pour abriter cette conférence internationale témoigne de votre volonté à renforcer le rayonnement culturel et scientifique de la ville de Dakar. Durant 3 jours, ces personnes du troisième âge vont discuter de la problématique des valeurs. Les recommandations vont servir de plaidoyer pour un développement social et durable des pays. Et c'est reparti pour une nouvelle campagne donc, des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal adopte les approches globales et inclusives. Et pour l'innovation, cette année, un numéro vert est désormais mis en service pour l'assistance des victimes Moukalsoum Sall. Il s'agit pour nous tous, d'être cohérents, garantir la liberté de la femme. Malgré le plaidoyer à tous les niveaux, elle résiste toujours et sous diverses formes. Violence domestique, dóor, saaga, beddi, violence économique, violence sexuelle, abandon de famille, injures, insultes. Le domicile accueille aujourd'hui les pires formes de violence faites aux femmes et aux filles, les violences les plus négligées et les plus banalisées parce que s'exerçant dans cette sphère qualifiée de privée. Les violences en milieu professionnel, dans cette sphère où on a du mal à dénoncer un chantage sexuel ou un harcèlement sexuel au nom de l'ambition promotionnelle. Au Sénégal, le taux de prévalence des violences basées sur le genre est de 52,6% au sein des ménages et de 29% dans les milieux de formation. Pour une femme, la victoire sera sans doute dans la prévention. Combien coûte l'absentéisme de femmes qui ne peuvent pas venir travailler parce qu'elles subissent des violences à la maison? Combien coûte au système de santé, au budget public, les femmes et les filles qu'il faut prendre en charge en termes de santé physique et mentale parce qu'elles subissent des formes de violence? Donc tous ces coûts auxquels on doit remédier par la police, par l'assistance sociale et autres, si nous les investissions dans la prévention, on sauverait beaucoup de vies. Et pour sauver des vies, les activistes sont invités à user de leur influence. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est sur ce thème que la communauté internationale engage cette année la campagne des 16 jours d'activisme. En effet, la lutte contre la violence exige un engagement constant et souvent des sacrifices pour refuser la banalisation et surtout mobiliser la communauté en vue de son éradication.
Pour cette raison, nous devons saluer l'action militante des activistes d'ici et d'ailleurs qui contribuent de façon significative à l'éveil des consciences sur les impacts négatifs de la violence faite sur les femmes et les enfants et mènent également un plaidoyer pour l'application ferme de la loi contre les acteurs. Si ça se limitait seulement sur les réseaux sociaux, je pense qu'on allait se faire tirer dessus. Mais heureusement, nous partons sur le terrain avec les associations avec qui nous collaborons. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un ensemble de messages à diffuser, mais je pense que le plus important également, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les victimes, de rencontrer les acteurs, de les écouter, de les assister. 116, un numéro vert mis en service pour porter secours aux victimes, une plateforme d'écoute, d'orientation et d'information. J'invite ainsi alors tous les enfants, garçons et filles du Sénégal, toutes les femmes et également chers hommes, à s'approprier utilement de la ligne 116. Cette plateforme que nous avons naturellement baptisée le Wallou, ou Wallou simplement, ou SOS en français, pour signaler, dénoncer tous ces cas de violence et de maltraitance et surtout de les exploiter. Bref, pour briser le mur de silence, prévenir les violences et surtout sauver des vies. Ce 25 novembre marque aussi le début de la campagne nationale qui va au-delà des 16 jours d'activisme avec les slogans « Ça suffit »,« La peur va changer de camp »,« Nadak Mamoudal ». Et lors de cette cérémonie, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à prendre en charge ces questions. Je vous propose de l'écouter. Je saisis alors cette journée symbolique pour rendre un vibrant hommage au président de la République, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, pour son engagement constant pour l'éradication de la violence, encore illustré par sa présence remarquable et son message mémorial lors de la deuxième conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive le 10 novembre dernier à Diamniadio. Pour une tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et aux filles, le chef de l'État avait lancé à cette occasion un appel solennel à une mobilisation de tous les acteurs pour élever la voix et dire, je le cite, « Ça suffit ». Ça suffit la brutalité, ça suffit la maltraitance, ça suffit le harcèlement, ça suffit les brimades, les insanités, le viol et les autres sollicitations non désirées. Mais mieux encore, le chef de l'État, champion du He for She, nous avait surtout invités à agir pour que ça cesse l'omerta du silence, à agir pour une prise en charge de conscience, à agir pour une évolution des mentalités avec la masculinité positive, mais également comme un nouvel état d'esprit. Et c'est l'heure d'aller à l'intérieur du pays. Le trésor des régions, c'est tout de suite. Allez, on se rend d'abord dans les îles du Saloum. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Mansour Faye, a lancé les travaux de bitumage de la route Keur-Martin-Wakhaldiam. 26 km de route pour aider à désenclaver cette partie du pays où nous retrouvons Claire Diop. Que les travaux vont démarrer et les chantiers livrés. Sa venue a rassuré les populations locales. Le démarrage des travaux de bitumage du tronçon Keur-Martin, Diohine, Toukar, Ngayokhem, Wakhaldiam est imminent. Long de 26 km, le projet avait été lancé en 2018 par le chef de l'État. L'impact socio-économique de la réalisation dans cette partie du pays est déterminant. De nouvelles perspectives ouvertes au regard des enjeux attachés. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du programme spécial de désenclavement du Saloum. C'est ce programme qui va prendre en charge le bitumage de cette taxe. Bitumage qui sera réalisé dans tout au plus
18 mois, tout au plus. Les équipements, toute la logistique que vous voyez à côté de l'entreprise Jean Lefebvre, l'entreprise va démarrer les travaux. Hormis la reprise des travaux de la route, l'engagement est aussi pris de réaliser plusieurs passerelles pour désenclaver ces zones insulaires, le but étant de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. La passerelle de Kolchok à Diohine, sur l'axe Kolchok-Diohine, la passerelle Gadiak-Diohine et la passerelle Mbassis-Senghor. Ces 3 ou 4 passerelles, Inch'Allah, seront réalisées pour permettre et améliorer la mobilité des populations, surtout des jeunes, les jeunes élèves. Dans la zone, l'infrastructure routière, vecteur d'amélioration des conditions de vie, va assurer une meilleure connectivité des terroirs afin d'accroître les opportunités d'échange, aussi impulser de nouvelles dynamiques économiques et sociales. Rendez-vous est pris d'ici à 18 mois pour la réception des ouvrages. Et nous restons toujours avec Claire Diop qui va nous parler maintenant de ce financement octroyé à 100 bénéficiaires dans le département de Kaolack. 30 millions de francs CFA en matériel offert par le Promise. Il s'agit du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Regardez. C'est un important lot de matériel d'usage composé de réfrigérateurs, de machines à coudre et vélos taxis qui est mis à la disposition des jeunes et des femmes du département de Kaolack. La démarche rentre dans le cadre de la politique de lutte contre la précarité des ménages, la pauvreté de façon générale. Promise, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal a ciblé une centaine d'entrepreneurs. Dans le but de transformer durablement l'économie sénégalaise, le président Macky Sall a souhaité la diversification des sources de financement pour les jeunes, les femmes et les micro, petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que la lettre de politique sectorielle de la microfinance a identifié dans ses axes prioritaires la finance islamique comme un mécanisme innovant pouvant contribuer au financement de l'économie réelle. Promise se veut un instrument de promotion de l'inclusion financière. Nous accompagnons les jeunes et les femmes à acquérir du matériel pour démarrer tout de suite une activité et leur éviter tout risque de détournement d'objectifs en leur octroyant un prêt classique. L'expérience a démontré que ce modèle de financement, sans être une panacée, est un début de solution à l'un des problèmes majeurs identifiés dans la microfinance classique. Aux bénéficiaires, l'opportunité leur est donnée pour développer leur activité. Je rends grâce à Dieu. Je viens de réaliser que mes efforts sont aujourd'hui récompensés. J'ai appris le métier de couture depuis très longtemps. Je suis tailleur et je suis fier de l'être. Depuis 10 ans, je gère mon propre atelier et j'ai des employés. Moi, j'ai appris ce métier pendant 5 ans. Cette machine va me permettre d'aider mes parents, mes apprentis aussi. Ils vont soutenir leurs parents. Le moment venu, je vais tout rembourser. Pour cette phase pilote, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA est dégagée par l'État du Sénégal pour la concrétisation des projets structurants des jeunes et des femmes. Autre bonne nouvelle, la coordonnatrice Néné Fatoumata Tall d'annoncer un financement de 30 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement. Ces fonds vont permettre d'enrôler beaucoup plus de bénéficiaires pour plus d'impact socio-économique. Merci beaucoup, Claire Diop. Focus maintenant sur des secteurs prioritaires à Matam, l'éducation, la santé, le social, la gestion de l'environnement. Plusieurs projets de développement sont en cours et c'est le fruit d'un partenariat entre le département des Yvelines en France et la région de Matam. Fatoumata Banelba. C'est par une séance de reboisement de ce qui sera bientôt le nouveau lycée de la commune de Sémé que la délégation yvelinoise a démarré sa tournée dans la région de Matam.
Après cette étape, cap sur le village de Tekengel, dans la commune de Ourossidi. Ici, le département des Yvelines, en partenariat avec celui de Kanel, a financé ce périmètre maraîcher des femmes et des jeunes. J'ai fait 18 ans d'immigration avant de revenir au pays et je connais les difficultés qui sont liées à ce phénomène. J'ai décidé alors de travailler la terre pour aider ma famille, mais également tout mon village, parce que l'agriculture reste le seul moteur de développement et elle peut participer à lutter contre l'immigration clandestine. Dans le département de Kanel, beaucoup de projets ont été financés, dont le futur siège du conseil départemental, construit entièrement en voûte nubienne, une technique de construction qui participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous souhaitons que les privés viennent aussi participer à ces projets-là. Nous contactons vraiment le gouvernement. Même jeudi dernier, on a tenu une réunion avec le ministre Mamatal qui va construire des hôtels de ville un peu partout dans le pays. Nous espérons qu'ils vont aller dans ce sens aussi. Les projets sont très bien engagés. Je crois qu'ils correspondent bien aux nécessités qui sont à la fois les besoins des habitants, mais aussi les nécessités de l'époque. Je pense aux nécessités climatiques. Je pense donc à cette révolution écologique qu'on doit tous faire, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents comme le Sénégal. Et donc c'est un grand sujet de satisfaction. À Matam, le dynamisme de la coopération décentralisée est salué par le gouverneur qui loue le rôle important du département des Yvelines dans beaucoup de secteurs, dont l'éducation, la santé, entre autres. On a senti le rôle central que joue en fait le département des Yvelines et dans des domaines aussi variés, donc, comme vous l'avez dit, donc, de l'habitat, de la préservation de l'environnement, mais également d'autres aspects tels que l'hydraulique, l'assainissement, la santé. C'est vous dire donc que ce sont des aspects de coopération qui sont extrêmement intéressants et qui vont véritablement dans le sens de la satisfaction donc, des besoins des populations. Depuis des années, les germes d'une fructueuse coopération ont été semés entre les départements de Matam et de Kanel et celui des Yvelines. Une convention cadre vient solidifier ce partenariat. Cette convention, elle vient formaliser toutes les actions de coopération que le département des Yvelines porte dans les départements de Matam et Kanel, que ce soit l'action directe du département des Yvelines avec les collectivités que sont les conseils départementaux. Encore, c'est la première fois aussi que nos deux collectivités, c'est-à-dire Kanel et Matam, quand même signent la même convention cadre. Et elle a une importance capitale pour nous, parce que c'est à partir de cette convention-là que nous allons dérouler tous nos programmes, en tout cas avec notre partenaire privilégié stratégique, les Yvelines. Ces conventions cadres prévoient des assistances techniques, des assistances matérielles. Et comme depuis 5 ans, nous avons vu prospérer les actions, eh bien, nous avons décidé de renouveler pour les 5 ans qui viennent, donc jusqu'en 2027. Il a été procédé durant cette tournée à la pose de la première pierre d'un complexe de commercialisation des produits agricoles dénommé Faoro. Un grenier qui va valoriser pour un premier temps les spéculations comme l'oignon, le gombo, la pomme de terre et la patate douce. Des spéculations qui souffrent de conservation et d'écoulement dans la région de Matam. Et grâce à ces réalisations et ces projets toujours en cours, la région de Matam pourrait ainsi booster son économie. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aussi à l'ensemble des équipes en régie. À suivre dans quelques instants une autre édition en Wolof qui vous sera présentée par Mama Moussagnan.